Bon bah bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent pour la battue de Sainte-Apolline. Vous savez très bien que maintenant les sangliers sont en ville et on est obligé de faire des battues parce qu'il y a les accidents, il y a les risques pour les promeneurs, nos joggeurs, tout ça. Vous tirez tous les sangliers. Les gens qui ont l'impression de voir devant. Ah non, on tire uniquement derrière. Hein, que derrière. 50 chasseurs ont répondu présent à l'appel de la battue de sangliers. Une chasse pas tout à fait comme les autres. Nous sommes à Plaisir, dans les Yvelines, exemple type d'une ville d'aujourd'hui. Les habitations ont poussé en bordure de forêt. La faune sauvage qui habite là s'est habituée aux hommes. Une cohabitation pas toujours sans danger. Jean-Pierre est lieutenant de louveterie. C'est lui qui organise et dirige la battue. C'est toujours un stress d'organiser une battue comme ça, surtout en ville. Quand ça se passe à la campagne, en pleine forêt, on est moins stressé, mais là, sécurité. Dès qu'il sort de sa voiture, Jean-Pierre tombe nez à nez avec les premiers indices. Ces tas de terre retournés, c'est le travail de sangliers en quête de nourriture. Ça, c'est peut-être pas de la nuit, parce qu'il y a eu un peu d'eau tombée dedans, mais ça a une journée ou deux. Vous voyez, ils sont à ras des habitations. Hein. Jean-Pierre est stressé car cette chasse est hors du commun. Elle va se dérouler dans un bois près des maisons, dans une zone urbaine où la chasse est normalement interdite. Mais la mairie de Plaisir a reçu plus d'une trentaine de plaintes, trop d'accidents dus aux sangliers. La mission de Jean-Pierre, éliminer tous ceux qui vivent dans la forêt. Le danger pour la population est trop grand. Allez hop! Allez, petit chien, dedans, allez, Balou. Ah. Il y a un chien qui crie là-bas, ça peut être des sangliers. La traque est difficile. Les cochons sauvages se cachent dans les broussailles. Après 3 heures de recherche active, toujours rien. Les rabatteurs sont à notre gauche! Bon, on essaie de s'écarter. Moi, je vais prendre la ligne à haute tension, si vous voulez. Eh? C'est pas qu'un renard, hein? Jean-Pierre s'enfonce dans les ronciers. Et enfin, le face-à-face tant attendu se présente. Un premier sanglier est abattu. Le deuxième prend la fuite. Attends, bouge pas, Pépi! Le groupe de chasseurs remonte sa première prise. Jean-Pierre nous montre alors à quel point un sanglier peut être nuisible. Ah, vous voyez bien, regardez, la blessure de la voiture, il n'y a plus de poils. On voit bien l'impact de la voiture, vous voyez, hein. Les collisions de voitures avec les sangliers sont quotidiennes aux abords des forêts. Serge Verdun habite à quelques kilomètres de Plaisir. Il a été victime de 2 accidents en moins d'1 an. C'est là, c'est ici. Il y avait une voiture qui arrivait en face avec les phares. Je m'en rappelle très bien, c'est que la voiture, et quand il m'est passé, je l'avais dans la voiture sans avoir pu... sans faire quoi que ce soit. Il n'y a rien à faire sauf tenir le volant et pas aller au fossé. Sur cette route départementale, très fréquentée, le choc aurait pu être très grave. Ça avait touché sur cette partie-là et là, ça avait donc remonté le pare-buff que j'avais sur ce véhicule. Et c'était un choc violent, exactement comme un accident avec un autre véhicule de la circulation. Si ça avait été une voiture, une petite voiture, je pense qu'elle serait partie certainement à la casse. Au total, ces 2 accidents lui ont coûté près de 2 000 €. À Fontainebleau, au sud de la banlieue parisienne, les sangliers sont également entrés dans la ville. Dans l'hôpital, les traces de passage sont bien visibles au pied des bâtiments.
Mais les sangliers ne s'arrêtent pas là. Ils pénètrent aussi dans les jardins des maisons. Nicole, 75 ans, en a fait l'amère expérience. C'est exceptionnel. Ils sont déjà venus, mais pas à ce point-là. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Ah ben, la désolation. Hein. Parce que franchement, parler, on ne sait pas quoi faire. Surtout que le jardin était tout... Puis le jardin, il est grand, il est tout retourné. Et comment qu'on va faire pour le printemps? 500 mètres carrés de pelouse ont été saccagés. Sans l'aide de son voisin, Nicole n'aurait pas su gérer la situation. Regardez, il ne se gêne pas. Alors j'ai coupé les branches là parce qu'il tire les branches et puis il cueille les pommes. Alors c'était des grosses pommes, il s'en occupe. Puis alors là, ils ont défoncé toute la clôture d'un bout à l'autre. Ils passent là-dessous, vous voyez? Et puis les petits passent, tout le monde passe, ils prennent le chemin. Voilà, ils font ça comme ça, puis c'est costaud, hein, vous savez. C'est pour éviter tous ces dégâts que les battues administratives comme celles de plaisir sont nécessaires. Il est indispensable de réguler la population de sangliers pour limiter la casse. Et celui-là, il n'est même pas consommable. Non. Aujourd'hui, on est rentré dans une spirale infernale où on est arrivé, comme l'année dernière, à 800 000 € de dégâts indemnisés sur le département des Yvelines. Nous, on recense dans le département des Yvelines minimum une collision par jour avec un cerf ou un sanglier. Et la police nationale recense minimum 4 à 5 morts par an dues aux collisions rien que dans le département des Yvelines. Aujourd'hui, la battue n'a permis d'attraper que 4 sangliers. Un résultat en dessous des espérances de Jean-Pierre. On a vu deux petits marcassins qui nous ont échappé. Donc 4 sangliers et un renard. Dans le bois de plaisir, la population de sangliers est loin d'être maîtrisée. Au bord de la mer, à 15 km de Caen, ici aussi l'urbanisation est source de problèmes. La cohabitation des hommes et de la faune sauvage est parfois difficile. Est-ce que tu voudrais prendre la baladeuse qui se trouve sur mon établi, s'il te plaît? Damien et son épouse vivent depuis plusieurs années avec un animal mystérieux qui s'active uniquement la nuit. Après avoir mené l'enquête, Damien a enfin compris de quel animal il s'agit. Vous voyez ici des morceaux de laine de verre qui ont été retirés sans doute cette nuit. Elle le sort du grenier et alors je ne sais pas ce qu'elle en fait, elle l'emporte, on en trouve très souvent. Hein. Donc ça date de cette nuit. Elle, c'est une fouine. Mais ça c'est une ouverture que la fouine a fait ces jours-ci. Hein. Vous voyez, elle a déchiqueté les bords d'une latte du cache-moineau et c'est sans doute parce qu'on l'a dérangée de l'autre côté, elle est rentrée, elle est sortie par ici. La fouine les nargue et en plus elle fait des dégâts considérables à l'intérieur de la maison. Direction le grenier. Ici, la laine de verre est complètement souillée, elle est retournée partout. Ce sont des bandes de laine de verre qui sont intactes, hein, normalement. Voilà, là, il n'y a plus de laine de verre. Là, elle a tout enlevé. On arrive sur la toile goudronnée, qui est elle aussi déchiquetée en dessous. C'est grave parce qu'il y a des déperditions de chaleur. Hein, la laine de verre a perdu son efficacité, donc au niveau du budget chauffage, ça a forcément une incidence. Au total, c'est 160 mètres carrés sous toit qui sont saccagés et toute l'isolation à refaire. Des travaux d'envergure qui s'annoncent très coûteux. Damien a immédiatement contacté son assurance. Quand on a fait la déclaration, d'abord, ça a été un refus parce qu'ils pensaient que c'était des dégâts occasionnés par des rongeurs. Or, la fouine n'est pas un rongeur, hein, c'est un carnivore carnassier. Et donc, à partir du moment où elle ne fait pas partie des exclusions de notre contrat, il est normal que ce contrat s'applique. L'assurance a dépêché un expert pour estimer le montant des travaux. Il va falloir enlever le toit pour remettre de la laine de verre. La somme est très élevée, 10 117 €.
Et l'assurance ne remboursera qu'à une seule condition. Que la fouine soit piégée et capturée. Pourquoi? Parce que l'assurance, et c'est légitime de leur part, souhaite que le problème fouine soit éliminé avant de remettre la maison en état. Damien et son épouse ont essayé de capturer la fouine eux-mêmes, sans succès. Du coup, ils ont pris un rendez-vous capital. Dans une semaine, ils vont rencontrer un piégeur de fouine. Les animaux sauvages ne nuisent pas seulement aux particuliers, les entreprises aussi en sont victimes. Quand 100 000 étourneaux envahissent chaque soir depuis 20 ans la même raffinerie de pétrole, trouver le bon remède devient une quête désespérée. Nous sommes près du Havre. Les dirigeants de cette raffinerie ont tout essayé pour chasser les étourneaux. Tout sauf cet homme, Paul Lefranc, et ses rapaces. Ce sont des bus de Harris. C'est des oiseaux qui proviennent d'Amérique du Sud. Leur mission, c'est d'attaquer les étourneaux pour déclencher une peur chez les étourneaux qui connaissent les prédateurs, qui connaissent les rapaces. Et le but, c'est de créer un climat d'insécurité. Cette méthode s'appelle l'effarouchement. Bertrand Collin, à gauche, est responsable de la sécurité sur ce site sous haute protection. Pour lui, les étourneaux sont vraiment trop nuisibles. Ils reviennent chaque jour lorsque la nuit tombe. Sur les cheminées de la raffinerie, il fait chaud, on peut se poser tranquillement, c'est un hôtel idéal. Mais pour la sécurité et le confort des employés, il est impératif que Paul Lefranc fasse fuir ces oiseaux qui font de nombreux dégâts. Vous voyez des amoncellements de fientes et c'est ce qui génère ces odeurs désagréables pour nos opérateurs et qui rendent également les sols glissants. Il y a risque de chute de par, je dirais, ces sols gras générés par les fientes. Il peut y avoir sur des tuyauteries extrêmement chaudes une décomposition de fientes et des générations de flamèches. Mais sur des zones très particulières si on laisse les fientes s'accumuler. Des flamèches dans une raffinerie de pétrole, le risque n'est pas négligeable. Au cours d'une intervention, Paul Lefranc et ses collègues lâchent 8 rapaces à plusieurs reprises. À l'approche de la buse, les étourneaux ont peur et prennent la fuite. Le rapace se pose alors en seul maître des lieux. Paul Lefranc a 5 jours pour que ça marche, pour que les étourneaux quittent définitivement la raffinerie. Là, on est au 3e jour. Comme ce qu'on prévoyait, il n'y a pratiquement plus pratiquement plus. Sont venus, à mon avis, 40% des étourneaux qui étaient présents au départ. Et là, il reste pratiquement plus personne. C'est ce qui leur fait le plus peur, donc c'est efficace. Ils voient un de leurs copains tomber, donc ils se disent faut pas qu'on reste là, et c'est le but. Je n'ai jamais vu le four exempt d'étourneaux à ce point. Donc l'opération, pour moi, elle est positive. Maintenant, ce qui compte, c'est qu'elle soit pérenne dans le temps. Mais ce qui est clair, c'est qu'on commence à voir les effets. Là, sur l'unité, il reste très peu d'étourneaux. Il en reste encore, bien sûr, mais nettement moins qu'à l'accoutumée. Mais tous les oiseaux n'ont pas été effrayés. L'effaroucheur devra revenir quelques jours. Retour dans le Calvados, chez Damien et Monique. Monsieur Calvry, bonjour. Monsieur Kerman, vous allez bien? Très bien, voilà. Madame Kerman. Bonjour, monsieur. Voici le piégeur de fouine. Il s'appelle Gilbert et c'est bénévolement qu'il intervient chez les gens. Et ça y est, on a des signes de Vous présence. avez à nouveau de la présence? Ah oui, et puis là, c'est net. Ah bon? Venez voir. Damien conduit le piégeur tout autour de la maison pour lui montrer toutes les traces de passage de la fouine. Gilbert est un spécialiste de cet animal. On l'appelle de plus en plus souvent pour le piéger. L'année dernière, 892 fouines ont été prises dans le département, piégées dans les maisons ou dans la nature. Avec ses jumelles, Gilbert repère l'une des portes d'entrée de la fouine. Il n'y a pas de souci, hein. C'est bien dans la noue là-bas et tout à fait au niveau de la panne fêtière que ça se passe. Hein. Là, vous avez l'agriculture là juste derrière, à quelques dizaines de mètres. Hein. Donc, elles empiètent, l'urbanisation prend sur les terres agricoles. Et les animaux, qu'ils soient prédateurs ou nuisibles, s'accommodent très bien.
de tout cela. Et en l'occurrence, ça ne gêne pas la fouine d'avoir l'humain auprès d'elle, mais bien sûr, elle n'évolue que discrètement et la nuit, quoi, bien sûr. Hein. Place à l'action pour Gilbert. Il sort ses différents pièges pour les disposer dans le jardin et dans la maison. D'abord, les pièges extérieurs. Gilbert les place sur les lieux de passage de la fouine. On va la poser là. Ces cages emprisonnent mais ne tuent pas, car il n'y a pas que des animaux nuisibles qui passent par là. Quelques branchages pour camoufler le piège, des œufs en guise d'appât, et le piège est tendu. Et l'animal qui rentre par une des extrémités de la boîte, aucune importance, hein, soit à droite, soit à gauche, dès qu'il marche sur la palette, toc, il fait basculer la palette et les deux trappes tombent. Pour l'intérieur de la maison, Gilbert utilise un piège à œufs. Donc c'est un piège de deuxième catégorie, un piège qui tue. Donc je préfère l'armer ici sur le dur que pour l'armer dans le grenier où c'est pas facile. Donc j'appuie ici, j'ouvre les mâchoires, je les maintiens ouvertes. Seuls les piégeurs agréés ont le droit d'utiliser ces pièges. À partir de là, si j'ouvre la sécurité, on va tout de suite se rendre compte. Là, je n'ai plus qu'à lâcher les deux mâchoires. Admettons que ce soit la fouine qui ait pris l'œuf. Et dans cette situation-là, je lâche les deux mâchoires. Hop. Et voici le résultat. Si la fouine succombe au charme de l'œuf, c'est sans appel. Une fois dans le grenier, Gilbert pose ses pièges et les cache du mieux qu'il peut. La fouine est un animal malin qui ne se laisse pas attraper facilement. Là, il y a peu de chances qu'on le prenne demain parce que tous les combes là, vont être imprégnés de nos odeurs et ça, l'animal va très bien savoir le détecter. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Et voilà. 3 semaines après la pose des pièges, Gilbert vient faire un état des lieux chez Damien et Monique. Monsieur Calbry, bonjour. Monsieur Kerban. La fouine n'a toujours pas été capturée. Gilbert vient vérifier le bon fonctionnement des pièges. Ma lampe est restée là-haut, donc vous pouvez... Tout est en place? Oui, en place, il n'y a pas de souci. Voilà la difficulté de prendre un animal. C'est qu'on ne sait pas quand. Si la fouine n'a pas été prise, ce n'est pas à cause des pièges, mais parce qu'elle est très rusée. Particulièrement rusé et rien, si on a changé les habitudes, s'il y a une odeur, c'est tellement rusé que ça va patienter. Hein. Ça va patienter, ça se fera peut-être prendre, mais... Bon là, monsieur le Kerban ont besoin qu'on la prenne, donc on va patienter le temps qu'il faut pour prendre la fouine. Ça nous agace. Et puis bon, vous voyez, hein, monter la trappe tous les jours, aller voir, non, elle n'est pas là, bon, on remettra ça demain. Non, ça peut pas durer quand même. Si un jour vous la croisez, la fouine? Je l'étrangle. La fouine court toujours. Avant de faire leurs travaux, Damien et Monique vont devoir s'armer de patience. Bonsoir, à la prochaine fois. Qui sera la bonne, j'espère. Oui, bien sûr. Cet homme est maire de la commune de Boré, à 7 km de Senlis et à 15 minutes de l'aéroport de Roissy. Depuis quelque temps, il est lui aussi victime d'un animal sauvage. Donc en fait, vous voyez, là on est au centre du village. Donc là il y a l'arrêt du car et donc il y a un renard qui a été vu la semaine dernière dans cette rue. C'est incroyable, hein, donc c'est sidérant. Hein, Ils n'ont plus peur des hommes. En fait, ils n'ont plus peur des hommes, non, ils ont pratiquement plus peur des hommes. Les renards n'apparaissent que la nuit, mais ils se faufilent partout, dans les rues comme dans les jardins des maisons. Voilà, je vais vous montrer là où une de mes conseillères avait rangé ses poules. C'était des magnifiques poules qui faisaient des œufs bleus. Et en fait, elles ont été complètement exterminées dans son poulailler il y a une dizaine de jours. Et c'était donc la 3e fois que j'avais un problème comme ça dans le village, depuis le mois de janvier. Ils passent sur un grillage comme ça, ils franchissent un grillage comme ça, ils font des trous en dessous des grillages. Et donc, c'est un animal qui est très agile. Et intelligent en plus, très intelligent. L'animal fait des dégâts et en plus, il est porteur de maladies.
La prolifération des renards fait courir un risque sanitaire aux habitants de la commune et ça inquiète le maire. Bonjour les enfants. Population à risque, les enfants. Ils jouent dans le jardin dès que les beaux jours reviennent et peuvent ainsi être en contact avec les déjections de renards. Et les grands vont arriver alors là maintenant? Si le renard vient là comme il est venu, j'ai la preuve qu'il est venu manger ses poules. S'il vient dans le jardin, on peut très bien avoir ce problème de déjection dans le jardin avec nos enfants qui fréquentent notre école. Donc ça, c'est un souci pour nous. Bon, je crains pour mes administrés qu'il y ait une transmission de cette maladie qui est l'échinococose alvéolaire, qui est donc transmise par les renards, par leur déjection, et qui est une maladie mortelle pour l'homme. Il y a eu cette année, en France, il y a eu 23 cas de mortalité humaine détectés, parce que c'est une maladie qui est très difficile à détecter et qui met entre 5 et 10 ans pour apparaître dans l'homme. C'est une maladie qui attaque le foie. Et donc, ce sont des petites larves qui attaquent le foie et c'est donc très dangereux pour les humains. Pour régler le problème, le maire a décidé d'employer la manière forte. Et la manière forte, la voici. Michel Lenormand est chasseur et lieutenant de louveterie. Le maire l'a appelé car il a le droit d'organiser des chasses un peu particulières. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir mon lieutenant. Michel Lenormand est un spécialiste de ces animaux. Il va organiser une opération nocturne autour de Senlis, le moment idéal pour attraper des renards. Vous voyez, là, donc Paris est là. Ce soir, on va partir de Boré. On va prendre cette route-là vers Mont-l'Évêque, puis vers Senlis. Et donc, on va longer Senlis en éclairant l'extérieur de Senlis. Et on va pouvoir tirer sans risque tout autour de Senlis les renards qui viennent de la forêt pour aller se nourrir dans les poubelles. On nous appelle très souvent. Les lieutenants de louveterie font pratiquement 1 ou 2 sorties chaque semaine. L'enlèvement des récoltes, c'est-à-dire du 1er août jusqu'au 30 avril. Que pour le renard? Que pour le renard. Bon, messieurs, en route, action. Une fois la nuit tombée, la chasse peut débuter. Pour cette opération, ils partent à 4. Un chauffeur, 2 éclaireurs et un tireur. C'est Michel qui tient la carabine. Seuls les lieutenants de louveterie sont autorisés à chasser la nuit. Ils traquent les renards depuis leur voiture. Ils peuvent parcourir plus de 100 km à chaque sortie. Les renards, on va les chercher principalement en bordure de village. Parce que curieusement, la nuit, ils aiment bien se rapprocher des habitations. Parce que dès qu'il y a des hommes, il y a de la nourriture. Et ils viennent chercher la nourriture. Très vite, ils aperçoivent un premier renard. Mais l'animal pénètre dans un jardin. La proximité des maisons interdit à Michel de tirer. Au fil des heures, les renards vont se succéder dans la lumière des projecteurs. Il est sur la route là-haut. Faut prendre la route. Faut pas rouler trop vite. Quand on a repéré un renard, quand on a vu ses yeux, il faut arrêter de l'éclairer, l'approcher en voiture et l'éclairer au dernier moment quand on est prêt à tirer. Un renard à droite. Oui, ça flash, j'ai vu. Non, je le vois pas. Regarde, on voit ses yeux sur la butte de terre là. Ah oui, d'accord. À 2 doigts du grillage. Ouais. C'est bon là? Oui, c'est bon. Il y est. L'objectif n'est pas d'éradiquer les renards, mais de réduire leur population pour limiter les risques. Ça vaut mal. On estime qu'il y a 10 000 renards dans l'Oise. Les lieutenants de louveterie en prélèvent environ 3 000 chaque année.
Non, je suis dedans. Il va tomber. Et lorsqu'il récupère les renards morts, la prudence est de mise. Michel porte des gants. Voilà. C'est un beau mâle. Un beau renard. Quand il fait cette éjection, il met aussi des œufs sur sa fourrure. Et donc c'est à ce moment-là où on peut attraper l'échinococos. C'est pas seulement en ingurgitant des baies sauvages ou des choses comme ça. Donc on touche toujours des renards avec des gants. Ce soir, ils ont tué 8 renards dans les environs de Senlis. Un résultat moyen qui ne suffira certainement pas à mettre un terme à la surpopulation. Les 4 chasseurs devront certainement revenir.